Bonjour à toutes et à tous, on va commencer doucement, comme ça laissera le temps aux dernières retardataires de nous rejoindre pour cette conférence. Bienvenue et merci de nous rejoindre aussi nombreux pour ce nouveau webinaire organisé par la Fondation Terre Solidaire. Je m'appelle Philippe Mayol, je suis le directeur général de la Fondation Terre Solidaire. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la Fondation est une fondation reconnue d'utilité publique et elle a été créée en 2016 par une ONG de développement qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire. La mission de la Fondation est d'accompagner, de soutenir financièrement les initiatives citoyennes qui cherchent à accélérer la transition de nos sociétés vers des modes de vie qui soient plus responsables, qui soient aussi plus écologiquement pensables, mais aussi plus justes et plus solidaires. Souvent expérimentales ou en phase de démarrage ou isolées, les initiatives citoyennes ont besoin de soutien, de financeurs patients et engagés pour pouvoir se développer et s'aimer et aussi se mettre en lien. Et c'est tout le sens de l'action de la Fondation depuis sa création. La Fondation concentre son action autour de 4 champs essentiels. Tout ce qui traite autour de l'agriculture et des systèmes alimentaires plus durables. Aussi la promotion d'une économie sociale et solidaire, mais qui soit aussi écologiquement responsable. Le développement des énergies renouvelables par et pour les citoyens. Et enfin la sauvegarde, la protection de la nature et la gestion durable des ressources naturelles. Les projets que nous choisissons ont pour caractéristique commune d'avoir un impact social et environnemental fort, mais aussi d'avoir une capacité à être inspirant, à essaimer sur d'autres territoires et à d'autres échelles. Et ces soutiens peuvent concerner à la fois des projets de terrain, des mises en réseau entre porteurs de projets, mais également des expérimentations ou des travaux de recherche. Depuis notre création en 2016, nos actions s'est concrétisées par le financement de plus de 175 projets en France ou à l'international, et ceci grâce principalement au soutien de plus de 4400 donateurs individuels que je souhaite remercier chaleureusement ici pour leur confiance. Pour en savoir plus sur nos actions, je vous invite à aller visiter notre site internet, à suivre notre actualité via les réseaux sociaux ou plus simplement en vous abonnant à notre lettre d'information. En novembre dernier, nous avons démarré un nouveau cycle de conférences que nous avons intitulé « Penser autrement la place de l'économie ». Car selon nous, il s'agit aujourd'hui d'un véritable enjeu de société. Nous avons largement, vous le savez, atteint les limites d'un système qui privilégie la surconsommation et le gaspillage, le profit au détriment de l'environnement, et qui de fait n'est plus adapté aux enjeux actuels. Pour démarrer ce cycle, nous avons invité en novembre dernier l'économiste Éloi Laurent, pour qui il est crucial d'articuler écologie, économie et sociale. Et c'est seulement en prenant en compte l'ensemble de ces aspects que nous pourrons penser une économie plus respectueuse de l'environnement et des humains. Pour continuer à réfléchir à ces questions, en février, nous avons invité Dorothée Brouvez. Dorothée est journaliste, scientifique et cofondatrice de Tech for Life. Et elle est venue nous partager comment certaines organisations, et en particulier les entreprises, se positionnent sur une trajectoire de développement compatible avec le vivant. Et pourquoi il est devenu vital de reconnaître et aussi de donner de la valeur aux actions de préservation et de contribution aux relations sociales, mais aussi écosystémiques des entreprises. En juin dernier, nous avons voulu cette fois laisser la parole à des entrepreneurs. Cette conférence, que nous avons organisée avec Make Sense et la Coalition des entreprises pour le climat, a permis d'entendre le témoignage de 4 dirigeants et dirigeantes. Ceux-ci ont décidé d'engager leur entreprise dans une transition écologique en re-questionnant leur modèle de gouvernance, leur stratégie d'entreprise, leur modèle économique, mais aussi leur outil de production. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ces conférences, n'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet où vous pourrez trouver le lien de notre page YouTube. Pour cette nouvelle conférence, nous avons sollicité Dominique Steiner, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et Dominique, vous êtes docteur en management et titulaire de la chaire Paix économique à Grenoble École de Management. Et il est vrai que parler de paix économique nous a surpris. Et c'est vrai que en discutant avec vous, à tout bien réfléchir, ce concept, en contrepoint, la notion de guerre économique représente un véritable mot d'ordre, celui d'une mobilisation individuelle et collective, et en particulier au sein des entreprises. Et cette mobilisation qui se doit d'être profondément transformatrice au service de la vie et de notre bien commun, la Terre. Mais des discussions qu'on a pu avoir avec vous, est venue trois grandes questions, très complexes, très majeures, mais essentielles. La première, c'est comment passer d'une logique de guerre économique, basée sur la course au profit, la compétitivité exacerbée, la rentabilité à outrance, et comment passer à une logique de paix, qui privilégie le bien-être, la coopération et le vivre ensemble.
Un deuxième champ de questionnement qui nous a marqué dans nos échanges, c'est à quelles conditions, finalement, tous les systèmes que nous représentons peuvent-ils changer. Et enfin, comment enclencher une transformation collective qui se nourrisse aussi des transformations individuelles. Autant de questions complexes, mais qui sont nécessaires à aborder si nous voulons inventer d'autres rapports au vivant et à construire une économie au service de la société et du bien commun. Et c'est tout l'intérêt de vos travaux, Dominique, et de traiter de ces sujets. N'hésitez pas au cours de l'intervention de Dominique, qui va durer 3 quarts d'heure à peu près, à poser vos questions dans le fil de discussion, dans le fil de discussion questions-réponses, et on les reprendra avec Dominique Staller pour qu'il puisse vous apporter des éléments de réponse. Dominique, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours surprenant d'être face à un écran et de dire toutes et tous alors que rien ne bouge, mais je vais réussir à m'habituer, les minutes s'écoulant. Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation, puisque moi aussi, je suis très heureux de pouvoir faire cette conférence devant vous, entre autres parce que vous l'avez un tout petit peu touché tout à l'heure, cette idée de paix économique paraît encore très bizarre pour plein de gens, à tel point que ça nous paraît, nous, bizarre, que les gens trouvent bizarre la question de la paix, alors qu'ils ont fini par complètement intégrer, sans que ça ne leur pose plus aucune question, le propos de la guerre économique. On nous parle tous les jours de guerre économique et on continue de manger, de prendre nos apéritifs tranquillement devant la télévision sans que ça nous questionne. Mais quand on a décidé, il y a une quinzaine d'années, de mettre côte à côte paix économique, ça a semblé bousculer pas mal de monde. C'était un premier rebond sur ce que vous venez de dire avant que je n'enclenche complètement la conférence. J'en ai un deuxième parce que vous avez pris ce mot-là quand il y a eu le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui a été pour moi un livre bien utile, et qu'on a travaillé sur ce sujet de la paix économique, on en est arrivé à se dire à un moment donné, OK, il fallait s'indigner, et maintenant il est peut-être temps de s'insurger, mais au sens du poète en fait, c'est-à-dire pas dans une insurrection qui ferait prévaloir la dimension mortifère de la chose, mais plutôt qui ferait mettre en mouvement l'élan vital qui dit on en a assez, on a envie que ça se passe autrement. Donc il y a une véritable nécessité aujourd'hui, je pense, à passer à l'action et pas seulement à s'indigner devant sa télévision que les choses vont mal ailleurs. Les trois points que vous avez évoqués, bien sûr, je vais les traverser, pas forcément dans un ordre chronologique, et puis les questions me feront peut-être rebondir de part et d'autre, on verra ça tout à l'heure. Et puis un dernier rebond sur les premières petites notes que j'ai prises en vous écoutant, Philippe, quand vous parliez du premier économiste qui tout à l'heure est venu, enfin qui l'a dans la première conférence, pardon, disait l'importance de faire se rejoindre la dimension économique, écologique et la dimension du social, qui est une vraie difficulté aujourd'hui. Si vous lisez des choses, si vous êtes habitué à la question de la RSE combine bien ces trois dimensions-là, et pourtant, la plupart du temps, on regarde la dimension plutôt écologique et économique, mais la dimension sociale, pas trop. Mais j'aurais envie de rajouter une première attention sur la mise en musique de ces trois dimensions. C'est pas seulement de les mettre en lien, c'est de comprendre qu'on n'est pas au centre de l'être humain et une toute petite partie de tout ça, et qu'une de nos difficultés, et ça va être le fil directeur de mon propos, c'est de réussir à repenser nos grandes représentations sur qui nous sommes à l'intérieur de tout ça, pour, entre autres, réussir à ne plus rester dans cette position haute qui définit ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui est juste, ce qui est faux, etc. Il y a un véritable travail à nous repenser comme étant un élément de cette nature globale qu'on trouve sur Terre et pas un élément à part. Je travaille donc à l'école de management de Grenoble depuis un peu plus de 20 ans maintenant, où je suis professeur, on appelle ça nos professeurs seniors, ce qui va avec les poils blancs. Et je suis arrivé dans cette école un peu par hasard, mais pas par mégarde, un peu par hasard, parce que j'étais plutôt censé me retrouver à faire une thèse de psychologie, c'est comme ça que j'arrive à Grenoble, puisque mes sujets étaient très centrés initialement sur la question que je traduis aujourd'hui, si vous ouvrez les guillemets, entre puissance et vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut vivre au sens premier du terme? Comment est-ce qu'on peut faire société? Comment est-ce qu'on peut exister en tant qu'être humain sur cette planète si on passe notre vie à ne vouloir faire valoir que nos puissances, que nos forces, que nos performances, et si on passe cette même vie à cacher, à mettre sous le tapis ou derrière l'armure tout ce qui est de l'ordre de nos fragilités. Alors même qu'étant des êtres vivants, ce qui nous fait vivre principalement, c'est notre monde sensible, notre relation aux sensibles, donc aussi notre relation aux fragiles et aux vulnérables.
Et donc, mon sujet tout au long de mon parcours, que je vais égrener rapidement, simplement parce il a un lien et puis il réapparaîtra peut-être de temps en temps, a été vraiment de pouvoir poser cette question-là, de nous rapprocher le plus possible du réel ou de la réalité, même si c'est très questionnable comme mot, avec nos fragilités, avec nos vulnérabilités, avec notre côté le plus sombre et avec notre côté le plus riche, le plus lumineux, le plus visible. J'ai un parcours, dont je disais, un peu particulier. Mes premières études étaient en langue et civilisation chinoise, donc aux langues orientales à Paris. Ensuite, je me suis réorienté sur un parcours universitaire long pour la réadaptation du handicap, en travaillant principalement sur des aspects plutôt psycho et psychosociaux, de réadaptation des personnes en situation de handicap, parlant des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi, etc. Je suis passé par la Marine nationale où j'ai été pilote de chasse pendant 7 ans. Ça peut vous paraître lointain de ce que j'ai dit juste avant. Ben, pas vraiment, parce qu'au moment de faire ma thèse en psycho, la question que je me suis posée était, est-ce que je veux faire une thèse à partir d'une revue de littérature pour parler de puissants ou vulnérables, ou est-ce que je veux faire une thèse à partir d'une expérience personnelle? Bien sûr qu'il y avait aussi l'envie de voler pour ceux qui se poseraient la question ou chez qui ça traverserait l'esprit. Et je rejoins l'école de management parce qu'en fait, je devais faire ma thèse pour le ministère des Armées à Grenoble. Et M. Jospin, à l'époque, va supprimer le budget qui est rattaché à mon sujet. Et arrivant à Grenoble, arrivant dans cette école de management, très vite va se poser la question pour moi de la performance en entreprise et aussi de la souffrance au travail, qui va être mon sujet de départ. Et c'est comme ça, tout doucement, que va venir se tisser cette question de la paix économique. Pour pouvoir y entrer, vous avez un dessin sous les yeux. En fait, la première fois, on va évoquer avec un collègue le vocable de paix économique. On est en 2008. Et 2008, c'est un moment assez particulier, 2008-2009, où il y a une rencontre de plusieurs choses pour nous. La médiatisation des suicides dans une grande entreprise française, vous devez vous en souvenir. Je la cite pas parce que c'est pas agréable, puis je la cite pas parce que ça arrive dans tellement d'autres grandes entreprises que celle-ci a eu la malchance qu'on la stigmatise à cet endroit-là. En même temps, les suites de la crise financière des subprimes, qui est en train de faire des secousses au niveau économique, au niveau social. En même temps, un collègue qui revient du Japon, où il a rencontré, où il a enseigné, où il a rencontré des gens qui travaillent dans un champ académique qui n'existe pas en France, que sont les études sur la paix. On est un des rares pays qui n'a pas de champ académique sur la paix. Et en même temps, un dirigeant qui m'appelle en me disant « J'ai lu certains de vos écrits, il faut absolument qu'on se voit, parce que si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. » Et le mélange de tout ça, quand j'ai rencontré ce dirigeant et qui va me dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme dispositif pour que des dirigeants et des chercheurs s'asseyent côte à côte et réfléchissent à d'autres façons de faire économie ?» Je lui ai proposé la création de cette chaire qui s'est intitulée Paix économique, même si l'histoire de l'intitulé est un peu grande. Alors peut-être que pour démarrer sur paix économique, je vais vous parler, si mon PC veut bien démarrer, de guerre économique. Puisque vous êtes certainement en train, ou vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce que voulait dire paix économique. Et la meilleure façon que j'ai eu de répondre aujourd'hui très rapidement, quand un journaliste vous pose une question, vous savez, il a la question, puis vous avez 20 secondes pour réussir à lui répondre sur un sujet complexe. La meilleure réponse que je peux donner quand on me dit qu'est-ce que la paix économique, ma réponse est de dire connaissez-vous la guerre économique? Et bien évidemment que tout le monde connaît la guerre économique. Tout le monde connaît les crises sociales, les crises environnementales, les crises climatiques, les crises sanitaires, et aujourd'hui la guerre. Parce que figurez-vous qu'il y a 15 ans, quand avec ce dirigeant, on a commencé à dire si on continue de faire économie de cette manière, on va aller à la guerre, tout le monde nous riait au nez. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec ce qui se passe en Europe. À l'époque, il y avait déjà des guerres ailleurs, mais quand c'est lointain, ça paraît lointain. Le transparent que vous avez sous les yeux, c'était il y a 4-5 ans, je partais faire une conférence sur le même thème à des médecins du travail, et un monsieur me met un message via Twitter, un monsieur que je ne connais pas, me disant, voilà, je dirige une entreprise française à Hong Kong. Vous êtes certainement un grand spécialiste du bien-être au travail, mais moi, je peux vous dire quelque chose. Si on veut faire des affaires, il faut accepter qu'il y ait du sang sur les murs. C'est ça que dit ce transparent-là. Et je ralentis un tout petit peu mon débit pour que vous entendiez que je ne vais pas juger ce que ce monsieur a dit. Je vais vous poser une question à laquelle vous ne répondrez pas puisque vous êtes derrière l'écran, mais vous pouvez vous répondre à vous-même. C'est pas un jugement sur est-ce que c'est bien ou mal de se dire que pour faire des affaires, il faut accepter qu'il y ait du sang sur les murs. La véritable question, c'est où est-ce que c'est inscrit en vous, cette question-là? Où est-ce qu'il est indiqué en vous? Comment ça s'est inscrit en vous?
le fait que pour gagner, ça ne peut être qu'une somme nulle. Si je gagne, l'autre doit perdre. Et la question qu'on pose dans la paix économique, c'est la question toute simple de dire, mais est-ce que je pourrais gagner et que l'autre gagne aussi? Et c'est ça qu'on va tenter de transformer. Comment est-ce qu'on va à la fois poser des questions sur les grandes représentations? Et c'est quoi les grandes représentations? C'est qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que faire société? Qu'est-ce que faire entreprise? Ça, ce sont des grandes représentations. Comment il va falloir qu'on agisse sur ces représentations-là si on veut pouvoir bouger les choses d'une façon concrète? Et de l'autre côté de l'échelle, comment est-ce qu'on va mettre en place de façon concrète des mouvements, des actions qui vont venir bouleverser la façon de faire entreprise ou de faire économie ensemble? À poser de ça, mais qui va dans la même veine, c'est-à-dire qui va tenter de vous montrer à quel point, ce sont juste quelques exemples, mais à quel point nos représentations sont biaisées. Il y a quelques années, dans une autre conférence qui était sur l'émerveillement, pour préparer la conférence, je suis allé voir Monsieur Google, qui connaît tout, et j'ai tapé émerveillement. Ce que vous avez là, c'était la saisie d'écran du jour où j'ai tapé émerveillement, il y a quelques années. Je n'ai jamais fait attention s'il y avait une date dessus, mais non. Et quand vous tapez émerveillement, Monsieur Google vous dit ça. Traduit avec mes mots, nous sommes dans une culture qui dit, quand on est bébé ou enfant, on a le droit de s'émerveiller, c'est peut-être même bien le moment. Et là, je me suis dit, et qu'est-ce que ça devient si on met émerveillement et adulte? Et quand on demande est-ce qu'un adulte va s'émerveiller, si vous regardez bien les images, vous verrez qu'on est dans une culture qui semble dire, en tant qu'enfant, j'ai le droit de m'émerveiller. Éventuellement, en tant que parent, quand je suis avec mes enfants, je peux contribuer à leur émerveillement. Et puis, plus tard, quand je serai plus âgé, je pourrai m'émerveiller encore une fois. Mais entre les deux, on n'est pas là pour rigoler. Et vous voyez dans cette petite histoire-là qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a quelque chose qui semble faire une confusion entre faire effort et faire souffrance. Et bien entendu qu'au travail, il va y avoir effort. Bien entendu qu'au travail, il va y avoir difficulté. Bien entendu aussi que peut-être au travail, il y aura douleur. Mais il y a une grande différence entre douleur et souffrance. Et là, dans les représentations du monde, dans les représentations sociales que nous avons de qu'est-ce que c'est que s'émerveiller, on voit bien qu'il y a un gros trou entre mes 5 ans et mes 75 ans où j'ai pas trop le droit d'être tranquille au point de m'émerveiller. Alors, la dernière question que j'avais posée à M. à l'époque, c'était émerveillement et monde du travail. Et là, vous allez avoir le même constat que moi, c'est que M. Google est perdu pour la simple et bonne raison que ça semble être une question qui ne se pose pas. Pourtant, elle apparaît de temps en temps chez les chercheurs, elle apparaît de temps en temps dans les entreprises, elle apparaît chez des directeurs ressources humaines, etc. Mais de façon assez naturelle et sociale, émerveillement et monde du travail ne donnent quasiment aucun référentiel. À l'inverse, si vous avez été surpris ou choqué par les vocables de paix et économie, vous l'étiez déjà moins, puisque vous baignez dedans depuis longtemps sur la question de guerre économique. Effectivement, si vous allez sur le même Google et que vous cherchez guerre économique, vous allez trouver ce que vous avez là à l'écran, c'est-à-dire plein de choses. Vous allez trouver énormément de travaux de recherche, vous allez trouver des livres, vous allez trouver des revues, vous allez trouver des citations, vous allez trouver des articles de journaux. À gauche de l'écran, vous voyez l'école de guerre économique que nous avons en France, que j'ai contacté à plusieurs reprises. On a encore eu un petit échange, je pourrais presque dire une petite passe d'armes récente, puisque l'école de guerre économique ne semble pas vouloir s'associer à l'école de paix économique. Et il y a d'autres pays qui ont des écoles de guerre économique. Et c'est pour nous une véritable inquiétude. C'était ça notre point de départ. C'était de dire, mais si nous ne pensons l'économie qu'à travers la guerre, qu'à travers la compétition, qu'à travers le classement, qu'à travers la richesse financière, alors comment on va pouvoir penser la paix? Quand je vous dis ça, et c'est ce que je disais à mes collègues de l'école de guerre économique il y a quelques jours par écrit, je ne dis absolument pas soyons dupes. Bien évidemment que vivant dans une société, vivant dans un État, vivant sur un continent, sur une planète, il va y avoir des tensions, et bien évidemment qu'il y a des risques qui sont liés aux problématiques de ce qu'on appelle la guerre économique. Est-ce que ces risques-là doivent nous conduire à orienter toute notre énergie, doivent nous conduire à orienter toute l'éducation de nos enfants à la compétition, à la première place et à la victoire totale? J'en suis absolument pas certain, voire le contraire. Si vous cherchez paix économique maintenant, alors vous allez nous trouver, j'en suis bien heureux, on commence à être référencé, mais quand nous, on a commencé à chercher paix économique à l'époque, on n'a pas trouvé grand-chose. Et vous avez là sous les yeux, à part mon ouvrage qui est à droite, vous avez là sous les yeux les 2 autres livres qui ont existé depuis 1913 pour le premier, qui a été publié en 20 pour la raison que vous connaissez,
les deux autres livres. Et à l'époque, quand j'écrivais mon livre en 2015-2016, j'avais trouvé sur les 120 dernières années à peu près 5 écrits, dont ces deux livres et 3 articles de recherche. Mon premier constat à l'époque a été d'être une inquiétude parce que tous ces ouvrages et ces articles étaient soit écrits quelques années avant une guerre, c'était le cas pour les deux livres, soit écrits à la sortie d'une guerre, c'était le cas pour les articles de recherche. Donc nous, étant des chercheurs qui travaillions sur la paix économique dans un temps qui n'était pas encore la guerre chez nous, eh ben ça m'a inquiété sur le moment. Pax Economica, un économiste belge qui, entre 1910 et 1913, dirigeant d'entreprise également, d'une verrerie industrielle, raconte comment ce qu'il perçoit, c'est que le temps économique est plutôt un temps qui fonctionne bien dans les années 10, mais qu'il commence, lui, à détecter des signaux faibles qui l'inquiètent et qui lui disent que si ça continue comme ça, on pourrait aller vers la guerre. 1935, le livre d'Henri Heuser, que je ne vous encourage pas forcément de lire parce que c'était un spécialiste des droits de douane et le livre est très centré sur les questions de douane. Donc, c'est pas très digeste, mais l'introduction est très intéressante. Et en gros, dans son introduction, ce monsieur dit, lui aussi économiste, donc, il dit attention parce qu'on est en crise économique. Premier critère, nous avons un fort taux de chômage. Il y a une forte immigration en Europe que les pays ont du mal à gérer correctement. Les pays européens ont une tendance à basculer au populisme. Si on continue comme ça, on va à la guerre. Si vous prenez ces critères-là, vous verrez qu'on est dans des critères qui sont assez proches de ce qu'on connaît depuis quelque temps et qui, il y a 10 ans déjà, nous faisait dire, nous, attention, il commence à y avoir des indicateurs qui ressemblent à des choses qu'on a déjà connues dans le passé. Les Chinois disant que l'expérience est une lanterne qu'on tient dans le dos, ça donne un peu une idée de ce qui est en train de nous arriver pour l'instant. Quand on parle de guerre économique, en fait, le plus simple pour l'évoquer, c'est de parler des dégradations qu'elle cause. Et ces dégradations, je ne vais rien vous apprendre à cet endroit-là, mais je vais les catégoriser un peu. Vous avez les dégradations qui concernent la personne. J'ai mis dans l'intitulé signaux faibles, point d'interrogation, parce que quand on en parlait entre 2010 et 2015, 2016, des fois encore 2017, on parlait de signaux faibles, ce qui semblait convenir à beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a arrêté de parler de signaux faibles. Depuis la crise des Gilets jaunes et les crises qui se sont enchaînées après, les signaux ne sont plus faibles du tout. Donc, vous avez la dimension très individuelle qui est représentée là par les problèmes de santé physique, mentale, stress, dépression, burn-out, suicide. Vous avez la dimension plus relationnelle et sociale. J'ai mis là deux choses, la rupture de lien social et la question de la désindustrialisation avec des fermetures de gros sites industriels qui font des mouvements de population qui peuvent être importants. Vous avez la dimension complètement sociale avec les crises, et puis vous avez la dimension de nature avec la crise climatique, la crise environnementale, et depuis maintenant bientôt 8 mois, les problèmes de guerre, dont tout doucement les échos sont en train de nous arriver sous des formes de plus de blé, plus de gaz, augmentation de l'énergie, etc., etc. On a là tout un ensemble d'indicateurs qui font qu'on perçoit assez vite cette question de la guerre économique. Ce transparent-là, c'était pour vous montrer quelques travaux qui parlent à peu près de la même chose. Sur la ligne du haut, vous avez des écrits qui parlent des dégradations, et sur la ligne du bas, heureusement, et on fait partie de ces gens-là, vous avez des gens qui disent, face à tout ça, il y a moyen de faire contrepoint. Contrepoint, c'est quoi? C'est au tout début des réflexions que nous avions sur la paix et la guerre économique, on s'est dit, mais en fait, un militaire qui part au combat a toujours devant lui au moins cet espoir d'un horizon d'une paix possible. Alors que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas le qualifier exactement, quelqu'un qui rentre dans le monde du travail, le seul horizon qu'on lui donne, c'est que nous sommes dans une hyper-compétition, qu'elle va croissante et qu'il n'y aura rien d'autre devant. Et la question du contrepoint, ça a été de dire pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut proposer en face de ça qui redonne un élan, qui redonne une joie, qui redonne un espoir, qui redonne une envie de contribuer à quelque chose qui ne soit pas un quelque chose destructeur. Parce que malheureusement, je ne peux pas vous voir réagir, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, contribuer à quelque chose dont on finit par savoir toutes les dégradations que je viens de vous montrer, c'est pas très excitant. Donc, comment redonner un élan à ça? Dans les fondements de la paix économique, bien entendu qu'on a des représentations qui sont pas celles de la guerre économique. La toute première en haut à gauche, c'est quoi? C'est de dire la vie est principalement interrelation et pas compétition. Là, on est dans un endroit qui peut être très polémique.
Très polémique parce que des gens comme Darwin ont insisté sur la question compétitive et sur la sélection naturelle, mais très souvent les gens qui citent Darwin ont oublié de regarder chez Darwin le moment où il parle de collaboration entre les êtres vivants. Les gens qui citent Darwin ont complètement oublié ce chercheur russe dont je perds le nom à chaque fois que j'en parlais, qui est un contemporain de Darwin et qui lui montrait qu'effectivement, dans les zones d'abondance, la compétition avait tendance à se mettre en place, alors que dans les zones de rareté, c'était très clairement la collaboration et la bienveillance qui se mettaient en place. Chez les êtres unicellulaires, jusque chez les êtres pluricellulaires comme les humains ou les animaux. Le deuxième fondement sur lequel on s'est créé, c'est très clairement la question hyper-compétition contre hyper-collaboration. Qu'est-ce qui fait en fait que l'être humain a réussi sur cette planète? Qu'est-ce qui fait qu'une société tient? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fonctionne? Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise collabore? Là, on a très clairement une question qui serait de dire, contrairement à nos détracteurs, non, la question compétitive n'est pas le but ultime. Non, la question d'être en haut de la pyramide et d'être le premier n'est pas le but ultime. Le but ultime est très clairement la question de la coexistence. Comment est-ce qu'on invente des systèmes qui vont nous permettre ensemble de contribuer à la coexistence agréable, saine, pacifiée du plus grand nombre? Et ça va vraiment être ça, notre engagement particulier. Et puis les deux dernières images qui sont à droite disent la chose suivante, elles disent, est-ce qu'on peut commencer à voir cette planète non pas comme un lieu d'exploitation, mais comme un sujet de relation? Et j'ai bien parlé de la planète quand je dis sujet, je n'ai pas parlé juste des personnes, j'ai parlé des animaux, j'ai parlé des plantes, j'ai parlé de la forêt. Si on ne réussit pas à percevoir ces dimensions comme étant des sujets voulant dire qui ont droit à parole, qui ont droit de s'exprimer, qui ont droit d'être défendus, qui ont droit de pouvoir être respectés dans leur dignité, mais aussi leur intégrité physique ou morale, s'ils en ont une, et non pas simplement des lieux où à chaque fois qu'on les découvre, ou à chaque fois qu'on les rencontre, la première pensée qu'on en a, c'est comment va-t-on les exploiter, comment va-t-on en tirer quelque chose. Dit autrement, Edgar Morin, quand il parlait de qu'est-ce que c'est qu'être humain, il disait si vraiment être humain, c'était simplement être réduit à un homo economicus, c'est-à-dire dans sa mauvaise définition, quelqu'un qui n'aurait des actions que pour son intérêt bien compris, bah, ça serait voir un être humain qui serait bien restreint. Puisque cet être humain est aussi un homo sapiens, c'est-à-dire qu'au-delà d'economicus, il a aussi une forme de sagesse. C'est aussi un homo ludens, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de rire, qui a besoin de joie, qui a besoin de rencontres, qui a besoin de s'épanouir. C'est aussi un homo habilis, puis on pourrait aller loin comme ça, homo habilis voulant dire qu'il a besoin de rencontrer le monde et d'aller au contact du monde avec un outil pour mieux le palper, pour mieux le connaître. Et donc pas seulement quelqu'un qui passe son temps, comme on peut en avoir le soupçon dans nos sociétés, qui passe son temps à traverser sa vie avec comme seul intérêt son propre bien individuel. C'est contre tout ça, en fait, que la question de la paix économique s'est posée. Je vous ai mis sur ce transparent deux débuts de définition. Pour tout vous dire, quand on a démarré cette chaire pendant 5 ans, j'ai interdit aux chercheurs de poser des définitions, ce qui pour des chercheurs n'est pas très simple, ce qui les a mis souvent en difficulté. Mais la raison en était simple, c'était de se dire, si on s'enferme dans une définition trop tôt, on sera ensuite prisonnier de notre propre boîte. Vous verrez que la définition par la négative est finalement, même si elle n'est pas agréable parce que par la négative, mais plus facile à soutenir, simplement parce que quand vous dites que la paix économique serait une orientation par laquelle une entreprise, un manager, un collaborateur, en préservant les grandes valeurs humaines avec harmonie, crée de la richesse au profit du bien commun et de l'épanouissement, etc., il y a de fortes chances qu'au fond de vous, vous vous dites « Ouais, ok, d'accord, ça c'est bien gentil, mais la vie est quand même bien plus dure que ça. » Par contre, par la négative, non pas pour être négatif, mais simplement pour laisser plus d'espace et une dimension plus réflexive et plus tranchante sur ce qui se passe réellement dans la vie, se rendre compte que la paix économique pourrait être de mettre en place des structures d'entreprise qui créent de la valeur sans détruire les concurrents, sans manipuler les clients, sans exploiter les fournisseurs, sans exercer une violence quelconque vis-à-vis des collaborateurs et ignorer ses responsabilités sociétales, ça commence à donner des actes opérationnels et des actes concrets d'action et de décision qui peuvent être mis en place. J'ai démarré en vous disant qu'on travaillait principalement, initialement, sur les grandes représentations. Je vais y revenir tout au long, c'est déjà ce que j'ai fait, mais je vais vous donner maintenant comment a évolué au cours des 15 dernières années cette idée, ce concept de paix économique. Au tout début, donc, c'était une question d'opposition. Et je voudrais que vous entendiez dans cette définition que les 4
s'emboîtent. On a là des poupées russes. On n'a pas des définitions qui se sont remplacées l'une après l'autre, elles se sont emboîtées. La toute première, c'était quelque chose qui disait stop, ça suffit, on en a assez, on ne supporte plus d'être dans une business school, pour les dirigeants qui étaient avec nous, d'être dans une entreprise et d'entendre qu'on est en guerre économique et qu'on ne peut pas faire autrement. Si vous y faites attention, c'est encore très présent, ça, hein. C'est quasi journalier, où vous allez pouvoir entendre que si on ne fait pas une croissance incroyable, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pas journalier, mais je vais prendre un exemple très fort qui fait que l'opposition est encore très présente chez nous. Quand vous êtes dans une crise Covid, quand vous êtes dans une crise sanitaire et que vous entendez en plein milieu de crise une entreprise multinationale qui dit nous avons fait tant de milliards de bénéfices que nous distribuons à nos actionnaires, mais dans le même temps nous demandons tant de centaines de millions à un État pour nous venir en soutien parce qu'on est en chômage partiel, il y a quelque chose qui marche pas là, qui marche pas si on pense l'économie dans un souci du bien commun. Donc la question d'opposition est toujours présente. Elle est assez vite devenue contrepoint, c'est ce mot-là que j'ai pris tout à l'heure, et entendez contrepoint dans son sens musical, c'est-à-dire quelque chose qu'on va venir mettre sur la portée pour venir transformer un petit peu l'harmonie, pour venir transformer la façon dont cette musique se déroule. Et contrepoint veut dire quoi? Veut dire on ne peut pas se passer d'économie. Je suis assis sur une chaise, j'ai un bureau devant moi avec un ordinateur, une caméra qui me filme, j'ai un pull sur le dos. L'objet de l'économie est fondamental. Fournir des biens, des services et des richesses qui vont permettre au plus grand nombre de vivre dans la dignité et, si possible, dans le bonheur et dans l'épanouissement. Et l'idée du contrepoint, c'est ça, c'est de dire on ne va pas jeter l'eau avec le bébé du bain, on a juste besoin, et c'est un sacré challenge, de repenser notre façon de faire ça. Quelques années après, à force de se faire bousculer, on s'est dit c'est aussi un balancier, la paix économique. Un balancier entre deux extrêmes, avec tout l'éventail de ce qui va se trouver au milieu. D'un côté de ce balancier, ce que j'ai commencé à faire avec vous, des questions très philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Est-ce que c'est être un homo economicus ou un homo sapiens? Et de l'autre côté, des questions très opérationnelles. Comment je fais quand tout à coup mon fournisseur, qui jusque-là fonctionnait correctement avec moi, me dit je vous augmente du jour au lendemain de 10% sur votre matière première? Comment je gère ça? Est-ce que je rentre en conflit? Est-ce que j'en change? Est-ce que je lui mets la pression? Ou est-ce qu'en amont, avant même qu'il ait besoin d'augmenter pour des questions de guerre en Ukraine, je travaille avec lui sur comment ensemble nous allons tenter de grandir de concert, comment ensemble nous allons tenter de créer de la valeur. Donc vraiment deux côtés du balancier, et l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne travaille que la dimension très opérationnelle, et les entreprises ont une tendance à nous pousser de ce côté-là, parce qu'elles sont prises le nez dans le guidon, et la demande des entreprises, quand elles viennent nous voir, c'est donnez-nous des solutions, donnez-nous des outils, donnez-nous des moyens pour nous en sortir. Et notre réponse, elle est en deux temps, elle est de dire, il y aura des outils, il y aura des moyens, mais d'abord, on veut voir avec vous comment vous pensez l'économie, comment vous pensez l'entreprise, comment vous pensez, qu'est-ce que c'est que faire profit, qu'est-ce que c'est que faire bénéfice, qu'est-ce que c'est que partager. Je vais vous donner deux exemples qui vont être opposés quand je dis qu'est-ce que c'est que faire profit ou qu'est-ce que c'est que partager. J'ai fait une conférence il y a quelques années dans l'enceinte la plus importante en France qui représente le patronat. Et à un moment donné, cette conférence, l'un des vice-présidents de cette association me dit, écoutez, vous nous parlez de beaucoup de partage, mais j'ai du mal à vous suivre parce qu'en fait, l'entreprise partage. Et je dis, ah bon, mais elle partage comment? Et ce monsieur me répond, chacun a son salaire. Si on continue de croire que partager, c'est payer un salaire, il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas du côté. Maintenant, si je vais de l'autre côté, très nombreuses et de plus en plus nombreuses sont les entreprises ou sont les dirigeants qui commencent à se poser la question de comment mon entreprise peut devenir réellement collaborative. Vous avez des scopes, vous avez des fondations et vous avez des entreprises totalement privées, parfois familiales, qui à un moment donné vont décider que 10, 20, 30, 40% de cette entreprise va basculer à la force de travail et va devenir propriété de la force de travail. Il y a donc là tout un ensemble de questions et tout un ensemble de questions très très concrètes, très opérationnelles, qui vont jouer sur ce balancier. Et pour qu'elles puissent jouer, vous l'imaginez bien, pour que je puisse passer d'une entreprise, pour prendre un autre exemple, familiale de 150 ans, dont l'actionnariat est centré sur la famille et qui détient toutes les parts, à cette même famille qui à un moment donné se dit zut, il y a quelque chose quand même qui n'est pas très correct dans cette affaire-là, et on veut maintenant partager, et une partie du capital va revenir aux employés. Vous imaginez bien qu'il a fallu qu'il se passe un switch dans les représentations du monde qui soit important. Dernière dimension, la paix économique comme espace. Alors ça peut paraître un peu fumeux. Je vais vous donner deux exemples aussi pour gagner du temps. Nous avons fait un travail, d'abord, une première expérimentation dans le Nord-Isère qui s'appelait
territoire de paix économique, l'expérimentation. En fait, c'était une communauté de communes, de 36 communes, associées à la sous-préfecture, donc l'État, puisque la préfecture d'Isère avait validé le projet, et associées à des entreprises privées, qui toutes sont venues nous voir en nous disant on a un souci, c'est la désertification du territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de manière commune, pour réinventer un territoire qui donnera envie aux gens de venir s'installer, donc qui donnera envie aux talents de venir travailler dans nos entreprises. Pourquoi paix économique espace? Parce que ce projet de paix économique dans le territoire du Nord-Isère n'est pas du tout le même projet que la paix économique qui peut se passer chez Hewlett-Packard, par exemple, entreprise nord-américaine, totalement financiarisée, pourtant partenaire de cette chaire depuis son origine. C'est pas non plus le même projet de territoire de paix économique qu'on va certainement tôt ou tard réussir à mettre en place dans le sud marocain, puisque le Maroc y est intéressé, parce que c'est pas les mêmes acteurs, parce que c'est pas le même vocabulaire, parce que c'est pas les mêmes contraintes. Et donc cet espace dit paix économique doit être un lieu dans lequel la protection va être suffisante pour que les acteurs se sentent suffisamment en sécurité et suffisamment libres de pouvoir partager leur vision et leur envie de voir leur territoire avancer d'une certaine manière. Bien sûr que tout ça fait bouger tout un ensemble de choses, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Je vous ai dit qu'on réfléchissait à ça. Ben, une entreprise, est-ce que c'est une entité économique à moteur social? Dit autrement, et c'est ce qu'on voit depuis toujours, hein, c'est la première image du haut. Ben, l'objet de l'entreprise, si vous demandez à la plupart des étudiants dans une business school ou dans une école d'ingénieur, la réponse de l'étudiant va être ben, l'objet d'une entreprise, c'est créer du profit, c'est créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, ben, on a besoin de braves gens qui vont travailler. Donc, traduit dans mes mots, l'entreprise, c'est une entité économique à moteur social. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que si nous voulons vraiment changer de modèle, l'entreprise ne doit pas devenir une entité sociale à moteur économique? C'est-à-dire remettre, alors ça paraît peut-être une banalité pour certains, mais remettre la richesse financière et le profit à sa juste place, c'est-à-dire d'un moyen, voire même, je pourrais dire, d'une contrainte. Parce qu'au bout du compte, pour un manager, pour un dirigeant, le profit, c'est une contrainte. S'il veut que son entreprise progresse, s'il veut que son entreprise soit pérenne, s'il veut que son entreprise soit capable de développer des innovations et de vendre différemment, il va avoir besoin d'argent, il va avoir besoin de profit. Et on a là plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'un moteur, d'une contrainte économique, plutôt que d'un résultat à atteindre. Malheureusement, si vous vous souvenez tout à l'heure, ma petite démonstration sur l'émerveillement, un jour, je discutais avec un collègue qui est neuroscientifique et qui questionnait beaucoup notre question de paix économique. Et là, le moyen que j'ai eu de m'en sortir avec lui, ça a été de lui dire comment se fait-il qu'un enfant à qui on montre un lapin ou une fleur s'émerveille aussi vite, alors qu'à l'âge qu'il a, il ne sait même pas que c'est un lapin ou une fleur, et si on lui montre un billet de 100 euros, il n'y a aucun intérêt, il cherche où est le lapin derrière le billet de 100 euros, alors qu'un enfant de 20 ans, si on lui montre un lapin ou une fleur, il n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais le billet de 100 euros, lui, il va savoir le capter, il saura quoi en faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 ans-là pour que la dimension spontanée de mon sensible au monde ait été autant éteinte au profit de quelque chose qui semble vouloir m'apporter le bonheur, et donc vous savez comme moi que s'il en est une forme de contribution, c'est certainement pas lui qui le fera. Je vais passer sur ce transparent-là parce que je vois que le temps file et surtout, je n'ai pas déclenché mon chronomètre au bon moment. La question du profit, donc je viens de l'évoquer, bien sûr que le profit est nécessaire, mais la véritable question de ce profit, c'est pourquoi faire? À quoi va-t-il servir? Dans notre regard, et un de mes collègues qui est un macroéconomiste ou en économie politique pose beaucoup la question du profit. Bien sûr qu'on a besoin de ce profit parce qu'il crée de la richesse. Il y a besoin de cette richesse parce qu'elle va permettre de faire fonctionner un tissu social. Mais l'une des difficultés, c'est qu'est-ce qu'on met réellement derrière profit? Si on met derrière profit cette création de richesse financière qui va permettre l'investissement, qui va permettre le développement, l'épanouissement de la structure organisationnelle pour l'épanouissement du bien commun, alors on a un profit qui est utile. Si on pense profit dans son versant le plus capitalistique, c'est-à-dire des profits à somme nulle, dit autrement, si je gagne, vous perdez, alors il y a quelque chose qui dysfonctionne et le profit a un vrai souci. Donc il y a là aussi un questionnement qui est, j'allais dire, quasi politique. Il n'est pas quasi politique, il est politique. On a un véritable questionnement politique de qu'est-ce que c'est que le profit. Mais surtout, si je le ramène à une entreprise standard qui peut être toute petite, dans nos partenaires, on a des entreprises à 2-3 personnes jusqu'à de la multinationale, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que je vais pouvoir penser ce profit pour qu'il ne soit plus une fin en soi, mais qu'il soit bien un moyen qui va me permettre un épanouissement de l'ensemble des parties prenantes?
Autre conviction, si je vous dis qui veut la paix prépare, il y a de fortes chances que dans votre esprit il vient de traverser la guerre. Dans nos convictions sur cette question de la paix économique, c'est qui veut la paix prépare la paix. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai eu un temps de parcours en tant qu'officier, de marine en l'occurrence, même si j'étais pilote de chasse, c'était sur porte-avions. Et je peux vous assurer d'une chose en tant que grand témoin plutôt qu'en tant que chercheur, c'est quand vous vous préparez, dans mon cas, pendant 7 ans à la guerre, au bout de 7 ans, bah, vous êtes prêt à la guerre, pas à la paix. Si je peux vous donner un signal faible encore aujourd'hui, qui n'est pas agréable du tout quand je l'ai vu la semaine dernière, si vous vous souvenez des publicités pour les armées dans les années qui viennent de s'écouler, elles étaient très centrées sur « engagez-vous, ça nous permettra d'aller aider ». On va partir à l'étranger et on va aller aider. Regardez les dernières publicités qui sont en train de passer sur l'engagement dans l'armée de terre depuis quelques semaines, vous verrez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus martial, qui n'est pas pour moi un indicateur de bienvenue. Qu'est-ce que dit qui veut la paix prépare la paix? Ça dit simplement que nous avons fondamentalement, et c'est un de nos engagements sur cette question de la paix économique, besoin de repenser l'éducation depuis la plus tendre enfance et que cette éducation doit intégrer une éducation à la paix. Exemple, il y a quelques années, quand le ministre de l'Éducation a annoncé qu'à partir de telle date, on enseignerait l'anglais dans les écoles maternelles, vous avez eu toute une frange de la population, soit parce qu'elle habitait dans des zones très rurales, soit parce qu'elle n'avait pas moyen d'aller dans les meilleures écoles, qui a commencé à s'inquiéter. Parce que si mon enfant rentrant à 3 ans en maternelle n'est pas capable d'apprendre l'anglais parce qu'il n'y a pas de professeur d'anglais, alors il prend du retard dans la compétition au long cours et peut-être qu'il n'aura pas de place dans cette société. Si c'est ça, pour prendre un exemple très petit et très concret, si c'est ça qu'on est en train de mettre en place, alors il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si vous travaillez, ce qui doit certainement le cas, ou si vous êtes à la retraite, vous avez travaillé, vous savez comme moi que le stress au travail, même si vous ne le savez pas de cette manière-là, est à peu près constitué de 80 à 90% de conflits interpersonnels. Pensez-vous que notre capacité à accueillir la colère d'un collègue ou d'un collaborateur, qui certainement en partie est justifiée, parce que l'être humain ne se met pas en colère pour rien, pensez-vous qu'on peut accueillir ça si jamais dans notre cursus de vie, quelqu'un de nous apprend à détecter les émotions, à pouvoir y faire face. Voire même, si ce à quoi on nous éduque, c'est si tu tapes plus fort sur la table que le voisin, alors ça marchera mieux. Il y a là un enjeu majeur sur la question éducative. Alors bien sûr que sur la paix économique, il y a des résistances. Et peut-être que dans vos questions qui arriveront tout à l'heure, les résistances vont être présentes. Au tout début, je vous ai dit, laissez traverser dans votre esprit tout ce qui passe et relevez les 8 mai. 8 mai quand vous dites ça. Et dans les résistances, je vais en signaler là quelques-unes pour que vous puissiez peut-être en détecter chez vous et surtout pour vous donner des obstacles qu'on a à franchir quand on tente de transformer cette question économique. La première, c'est celle-ci, hein, c'est vous êtes des bisounours. Alors celle-ci, on me l'a servi. Je dois avoir des costumes de bisounours qui remplissent mon armoire. De temps en temps, je suis obligé de rappeler que j'avais été pilote de chasse et officier pour rappeler que j'étais pas forcément un bisounours. Je prendrai une autre analogie plus tard qui aura un autre effet. C'est incroyable comment cette éducation à la guerre a fait qu'aujourd'hui, si vous êtes de ceux qui pensent la paix, immédiatement, on croit que vous êtes des rêveurs qui n'ont pas compris que la vie n'était pas forcément simple et qui n'ont pas compris que l'une des meilleures compétences à développer si vraiment je veux promouvoir la paix, ça va être ma capacité à l'adversité, ma capacité à la confrontation. Imaginez-vous ou souvenez-vous de la dernière réunion dans laquelle vous étiez et vous vous êtes trouvé face à un collègue ou un collaborateur qui était très en colère contre vous. Et ce collègue, je vais prendre ça comme objet, avait raison en partie, parce que le sujet pour lequel il était en colère, il avait raison. Simplement, la façon dont il disait parce qu'il était en colère n'était pas très acceptable. Comment avez-vous réagi? Mon pari, c'est que sans éducation, la réaction qu'on met à ce moment-là va osciller entre deux extrêmes. Soit je vais m'excuser en lui disant qu'il a raison et que vraiment j'aurais dû faire autrement, mais à l'intérieur de moi, ça dit, tu verras la prochaine fois comment je vais pas te rater au prochain virage. Soit je me sens plus puissant que lui, et en direct devant tout le monde, je vais l'agresser, je vais sortir mon gourdin. La question de l'éducation à la paix, ou la question, cette utopiste que vous avez sous un nounours, c'est comment je développe cette compétence à faire face à mes propres émotions d'abord, à celles des autres, pour pouvoir, dans un temps de conflit ou dans une adversité, continuer de faire prévaloir la paix, la coordination, parce que ce qu'est en train de me dire mon collaborateur,
est fondamental. Si on ne travaille pas sur le sujet qu'il a détecté, ça ne va pas fonctionner. L'homme est un loup pour l'homme, j'en ai pas parlé, j'ai failli dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait j'en ai parlé cet après-midi à quelqu'un d'autre, vous la connaissez aussi celle-ci, hein. L'homme est un loup pour l'homme, elle a permis de justifier des tas d'exactions dans tous les sens. Elle dit une chose très très simple dans le monde du travail, fais attention, parce que si ton voisin paraît sympa, même s'il discute avec toi depuis très longtemps, il pourra toujours te croquer le mollet le jour ou l'autre, tu verras la prochaine augmentation, il préférera l'avoir lui que toi, etc., etc. Et ça peut donner dans des entreprises qu'il n'y a aucune inquiétude à mener des actions limites légales, voire au-delà de la légalité, si ça nous fait gagner des parts de marché, si ça vous parle. Il n'y a aucune inquiétude pour certaines entreprises dans des cultures achats à mettre une telle pression sur les petits fournisseurs que ça va détruire leur entreprise, voire détruire leur vie. Aucune vergogne à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'autre ou c'est moi. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Vous imaginez qu'à cet endroit-là, et tout le monde va citer Hobbes, en fait, les gens oublient Plaute, qui est beaucoup plus ancien, mais dans un cas comme dans l'autre, ni Hobbes ni Plaute n'ont vraiment dit l'homme est un loup pour l'homme. Je vais prendre que la citation de Hobbes, puisque c'est le plus connu. En fait, Hobbes a dit « Parfois l'homme est sacré pour l'homme, parfois l'homme est un loup pour l'homme ». Et là, je le rejoins. Et je le rejoins pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Si ça, c'est juste, alors la question de l'éducation est fondamentale. Si j'ai en moi les deux potentiels, et c'est ce à quoi nous croyons, et ce à quoi la plupart des anthropologues croient aujourd'hui, c'est l'être humain par nature est collaboratif avec un potentiel agressif, et pas l'inverse. Mais les deux sont là. Les deux lui sont utiles. Il est bon que je sois capable de faire face à une adversité ou à la violence, si jamais elle se présente. Bon au sens de ma propre survie. La véritable question, c'est à quoi est-ce qu'on va m'éduquer quand je suis enfant? Et si ce à quoi on m'éduque, c'est principalement le combat et le conflit, alors je serai prêt au combat et au conflit, mais pas à la paix. Il y en a plein d'autres, hein. Le monde est plus dur que ça. Vous avez certainement dû en avoir qui traversent votre esprit. La dernière étant la compétition est seule mère de réussite. Si je ne rentre pas en opposition à l'autre, alors comment est-ce que je vais grandir et comment est-ce que je vais réussir? Dit autrement, on ne peut progresser que parce qu'on souffre. Vous entendez que ce n'est pas mes mots, hein. C'est à peu près les résistances qu'on va voir apparaître chez tout le monde. Alors dans cette chaire, avec nos partenaires, on est là dans une chaire partenariale. La chaire n'existe que parce que des entreprises lui font des dons. On n'a pas trouvé d'autres moyens que de trouver des partenaires qui nous disent nous on soutient, on a envie que ce soit différemment. Et avec ces partenaires, nous avons choisi 3 axes de recherche. Il s'intitule Mindfulness, celui qui est en bas à gauche, entendez la paix comme fondation, la paix intérieure. Premier axe de recherche, la personne. Comment peut-on, dans une organisation, travailler sur la personne, sur sa santé physique, sur sa santé psychique, sur sa capacité aussi à être le plus en conscience et en présence de ce qu'il se déroule, de façon à ce que sa paix intérieure puisse s'installer et de façon à ce qu'elle puisse réellement rentrer en contact du collectif pour pouvoir y contribuer pleinement. Qui est notre deuxième axe de travail, avec une porte d'entrée qui est qui je suis en tant que personne et comment j'entre en contact. Si dans les entreprises, vous avez fait, si je prends un exemple, un travail sur les types de personnalités, c'était un des intérêts. Quel est mon type de personnalité? Parce que ce type de personnalité va plutôt déterminer ma façon de prendre des décisions, ma façon d'organiser, ma façon de communiquer, etc. Et puis en porte de sortie de cet axe sur le collectif, quelle culture organisationnelle je vais développer, quel climat organisationnel je vais promouvoir, quelle culture managériale je vais mettre en place. Est-ce que je mets une culture managériale collaborative ou compétitive, si je reprends les mots les plus classiques. Notre troisième axe de recherche s'appelle épanouissement de l'ensemble des parties prenantes. On l'a appelé comme ça, puisque dans les discussions initiales, il y a plus de 10 ans avec les dirigeants, nous avions indiqué dans le document stratégique d'origine de cette chaire, je vais le dire avec lenteur puisque c'est toujours très présent, le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Point. L'objet de l'entreprise, c'est sa contribution au bien commun. L'entreprise est nécessaire et utile parce qu'elle crée des services, des biens et des richesses, dont l'objet, c'est la coexistence et la vie commune. Pour aller vers ça, pour faire une petite parenthèse, bien sûr qu'il y aura des pérennités, bien sûr qu'il y aura de la profitabilité, il y aura tous ces éléments qui vont venir derrière, mais qui seront des moyens d'atteindre l'épanouissement des parties prenantes. Épanouissement des parties prenantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les parties prenantes les plus classiques, les employés, les managers, les représentants du personnel, les clients, les fournisseurs, mais aussi ceux vis-à-vis desquels on a le moins l'habitude. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce projet dans le Nord-Isère,
où tous ces acteurs se sont mis en place, l'une des questions de la communauté de communes, c'était de dire aidez-nous à améliorer les structures sportives. Parce que sans structure sportive, les familles ne veulent pas venir s'installer. Les enfants veulent tous faire du sport aujourd'hui. Si on n'a pas la capacité de les accueillir pour proposer des structures sportives, alors vous n'aurez pas, vous, d'employés. Pour prendre un autre exemple, un de nos partenaires qui installait il y a quelques années un nouveau site en Inde, le critère final de choix entre le lieu A ou le lieu B a été dans lequel de ces deux lieux l'implantation de ma nouvelle structure va le mieux bénéficier à la population locale. Et c'est celui-là qui a été choisi. Bien entendu que les questions de coût étaient présentes, mais la question de la partie prenante, en l'occurrence société civile, a été prise en compte aussi, jusqu'à la nature, bien entendu. Vous avez là un cycle, c'est pour ça que c'est mis en cercle. La question de l'intime va venir nourrir le relationnel et va venir nourrir les parties prenantes pour une raison majeure. C'était notre point de départ, c'est que l'entreprise contribue au bien commun. Je vais vous donner quelques exemples concrets. J'aurais besoin que quelqu'un me redise où on en est du timing, parce que comme j'ai oublié de déclencher mon chronomètre, il me reste encore 15 minutes, mais je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Non, on peut encore se donner 5 minutes. 5 minutes, parfait. Donc, je vous donne quelques exemples concrets dans les 3 axes. Dans le premier axe, sur la paix comme fondation, on a eu des entreprises qui ont travaillé sur des choses très classiques, hein, sur le tabac, sur l'obésité, sur les pratiques physiques. Comment installer dans un grand site logistique dans le nord de Paris un gymnase qui permet à des gens, un gymnase et des salles de repos qui permet à des gens qui sont tout le temps debout et qui font énormément de kilomètres d'avoir des salles de repos, d'avoir des soins sur place s'il y en a besoin. Sur la question de la santé, comment réduire les trajets de nos collaborateurs, la même entreprise d'ailleurs, qui avant d'implanter son site logistique dans le nord de Paris, a en fait ce déménagement dans le nord de Paris pour une raison qui était très simple, c'est que les sites jusque-là étaient dans le sud-ouest de Paris. Si vous connaissez un peu Paris, vous comprenez tout de suite la dimension économique là derrière. Sud-ouest de Paris, les revenus les plus importants, et un jour, le nouveau dirigeant a dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Le site logistique est au plus proche de tous les managers qui ont les moyens et la finance pour pouvoir se déplacer, mais il est au plus lointain de la plupart de nos employés et de nos ouvriers qui, eux, habitent dans le nord ou dans le nord-ouest de Paris. Une entreprise qui prend cette décision travaille à la fois sur l'axe 1 de la santé, de la considération et de la dignité de ses employés, et à la fois sur l'axe 3 de l'épanouissement des parties prenantes. Je vais vous prendre 2 exemples dans l'axe 2. Une PME d'abord, qui a décidé il y a quelques années, suite à la réclamation des employés, 60 employés à l'époque, qui disent on n'est pas très content de la grille salariale. Le dirigeant leur dit écoutez, on va faire un travail en intelligence collective, je vais définir un cadre de ce qui est possible financièrement, et ensemble, nous allons reconstruire la grille salariale. Et les 60 salariés, direction comprise, vont reconstruire en intelligence collective la structure salariale de cette société. Pour la petite parenthèse, parce que je ne saurais pas où le mettre comme exemple, mais juste avant la crise Covid, cette même entreprise et ce même dirigeant, qui pour moi est un visionnaire, a annoncé à son équipe commerciale « Je ne veux plus que vous fassiez de croissance. L'entreprise est stable, elle est belle, elle fonctionne bien. On a une taille qui nous permet de faire des profits, qui nous permettent de réinvestir dans une fondation, qui nous permettent de faire que chacun d'entre nous est maintenant plus satisfait et peut aller vers un épanouissement. » La conséquence de ça a été une chose qui pour nous est très connue, c'est que dans la première année de Covid, alors que tout s'effondrait, ils ont fait eux 10 points de croissance, et dans la deuxième année, ils en ont fait 12. Quand je dis qu'on connaît très bien ça, j'y reviendrai sur la question de la performance si j'ai le temps, mais la performance est une conséquence d'un acte bien fait. Et quand vous avez une équipe commerciale qui n'est plus mise sous pression pour rapporter des contrats et des contrats, mais à qui on dit tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez le soin au mieux de vos clients, vous avez des clients qui en parlent à l'extérieur et qui deviennent de plus en plus demandeurs de contrats et de commandes. Je voulais prendre un exemple dans une grande entreprise, cette fois-ci un groupe international, familial à l'origine, 7500 employés, qui décident de créer une culture qu'ils vont appeler de servant leadership. Je dis qu'ils vont appeler, vous voyez comment ça rentre dans mon histoire de paix économique comme un espace, c'est que chacun va choisir son vocabulaire et ses mots qui permettent d'avancer vers ce bien commun. Servant leadership, c'était quoi? C'était comment va-t-on réussir à faire basculer dans une entreprise qui est plutôt hiérarchique et verticalisée depuis 150 ans? Comment peut-on faire, puisque maintenant elle s'est internationalisée, pour la rendre plus horizontale et plus collaborative? Et que les personnes ne se sentent pas de plus en plus en pouvoir quand ils grimpent dans la hiérarchie, mais de plus en plus au service d'un nombre de personnes de plus en plus grand.
Ce projet a été déployé pendant 8 ans jusqu'au niveau international dans les sites sur toute la planète. Et aujourd'hui, on est dans la phase où il réinjecte des piqûres de rappel. Peut-être un exemple pour voir si je ne rate pas quelque chose d'important dans les derniers transparents, un exemple de l'épanouissement des parties prenantes, c'était cette histoire des achats. On a un collègue qui travaille sur les achats et qui travaille avec nous depuis 10 ans sur ce qu'il appelle maintenant les achats pacifiés. Son motto principal, c'est comment passer d'une culture d'achat de cost killer à une culture d'achat collaborative. Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation avec ses fournisseurs qui soit une relation de création de valeur dès le début de la relation et pas uniquement une relation de mise sous pression pour réduction des coûts. L'un de nos partenaires a mis ça en place depuis quelques années maintenant. Et c'est l'un des derniers exemples qu'ils nous ont donné était intéressant parce qu'ils se sont fait mettre sous pression par un très gros fournisseur chez eux, un très gros fournisseur allemand qui leur a dit on va vous augmenter de 10%, la crise là nous oblige à faire ça. Mais surtout, on vous nomme client étoile parce qu'on ne veut pas vous perdre. Et la raison pour laquelle on ne veut pas vous perdre, c'est qu'on veut travailler avec vous pour qu'on comprenne comment vous avez réussi à mettre en place de tels systèmes relationnels. Donc, nous, géants allemands, nous avons besoin de vous, petite entreprise française, pour venir nous raconter quelle est cette culture d'achat que vous avez réussi à mettre en place. Nos propres commerciaux chez vous se sentent à l'aise et ont envie de continuer de travailler avec vous et fassent des pieds et des mains pour que cette augmentation de 10% soit le mieux digérée possible. Pour terminer l'anecdote, ça leur a permis de réfléchir comment ils allaient étaler et les paiements et les transformations, etc., etc. Il y a tellement de choses à dire que je vais avancer là-dessus. Vous avez là, dans les 3 tirets, nos 3 axes éthiques qui sont assez forts. Ça ne sont pas des jugements. On n'est pas en train de dire qui est bon, qui n'est pas bon, qui est juste, qui est faux. On est juste en train de dire si vraiment on veut avancer vers le bien commun, alors il y a un minimum de choses à respecter. Et ces axes éthiques, si je les dis dans l'ordre, le premier, respect de la vie sous toutes ses formes. Des exemples, vous en connaissez des centaines. Je vais en prendre un parce qu'il me traverse l'esprit. Quand une entreprise qui fait du béton décide de déverser dans une rivière des tonnes de béton parce que ça lui coûte moins cher que de les recycler tel qu'elle devrait le faire, bah, elle ne respecte pas cet axe 1. Quand je dis c'est pas à nous de les juger, il y a la justice pour ça, je continue de le dire. Par contre, c'est à nous de pouvoir les questionner, pour leur dire ça, c'est pas correct et c'est pas comme ça qu'on peut faire, mais il y a certainement des moyens de travailler ensemble. Deuxième axe éthique, respect de la dignité humaine, réduction des discriminations avec un S et de la pauvreté et de l'épanouissement des personnes. Ça dit plusieurs choses, bien entendu. Respect de la dignité, je ne vais pas vous parler de harcèlement au travail, mais ça pourrait être un excellent exemple. Réduction des discriminations, je ne vais pas vous parler de la différence ou de la difficulté de se faire embaucher quand on n'a pas un nom français en France. Réduction de la pauvreté, je ne vais pas vous parler d'à quel point, depuis quelques années, les inégalités, que ce soit en France ou à l'étranger, ne font qu'augmenter alors que les pays sont de plus en plus riches, dans les pays riches en tout cas. Et épanouissement des personnes, c'était surtout pour tenter de faire un contrepoint et de dire c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien. Donc on a intérêt à s'occuper à tout ce qui dysfonctionne, c'est certain, mais on a aussi intérêt à réintégrer dans l'éducation tout ce qui nous permet d'épanouir en nous les sentiments les meilleurs et les capacités d'action les meilleures. Et le dernier axe éthique, c'était le but de l'entreprise et de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Je vais arrêter avec une chose en vous laissant transparent là, et après on pourra passer aux questions. C'est la question du sensible et la boucle avec mon point de départ, qui était mon propre travail sur puissant et vulnérable. Pourquoi puissant et vulnérable est fondamental et pourquoi la question du sensible est fondamentale? Quand je dis sensible, entendez sensible, fragile, émotif ou émotionnel, et entendez aussi gris, voire noir, c'est-à-dire tout ce que sont nos errements intérieurs ou extérieurs. Pourquoi ça c'est fondamental? Je vais le résumer en une seule phrase. Toutes les guerres, et la guerre économique c'est exactement la même chose, mais strictement toutes les guerres démarrent par une chose qu'on vient de revoir au mois de février dernier, c'est de pointer l'autre du doigt comme étant un non-humain, de pointer l'autre comme étant quelqu'un qui n'est pas de mon niveau, qui est bien en dessous, bien inférieur, bien dégradé ou bien dégradant, pour une raison majeure, c'est que je peux alors le détruire. Si je n'ai aucune sensibilité à la nature, si je ne suis pas sensible à un arbre, alors je peux faire ce qui se passe au Brésil et exploiter la forêt jusqu'à la détruire complètement, au risque de détruire la vie complète sur Terre. La dimension du sensible est fondamentale. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout des êtres sensibles, et c'est en repassant par la sensibilité qu'on permet aux gens de se remettre en contact d'abord avec eux-mêmes, pour repasser en contact avec les autres, et pour repasser en contact avec l'écosystème global.
Merci beaucoup pour votre écoute et je suis tout ouvert à toutes les questions sans avoir pu dérouler tout ce que je voulais dire, mais ça, c'est normal. Merci, un grand merci Dominique pour ce propos très dense et très inspirant, parce que il ouvre plein de questions et de sous-questions qui sont toutes pertinentes les unes que les autres. Il y a déjà trois questions, n'hésitez pas à continuer à les inscrire dans l'onglet QR. Il y a une première question, si je les prends dans l'ordre, parce que c'est aussi dans l'ordre de votre propos, de Marie-Hélène. Au moment où vous avez parlé de la désindustrialisation qui contribue à cette guerre économique, et finalement, si on suit votre raisonnement, la solution pour passer une pays économique, ce serait de réindustrialiser. Mhm. Et, mais est-ce que vraiment c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça dont la société a envie? On sent bien tous les phénomènes de résistance hein, dès qu'on on veut réindustrialiser. Enfin, c'est un peu, personne ne veut avoir ça à côté de chez lui, finalement, une Bien usine. sûr. Parce que dans réindustrialisation, on n'entend que industrie. En fait, je vais décaler un tout petit peu le propos. Si vous entendez dans ce propos-là que pour se sentir digne et pour trouver un sens à sa vie, tout être humain a besoin de ressentir à quel point il contribue à son collectif, alors on comprend mieux l'idée de la réindustrialisation. Si je détruis un tissu économique et si un nombre de plus en plus important d'êtres humains n'ont plus de capacité de contribution à leur environnement social, alors il y a une réduction de la dignité humaine. Alors il y a une difficulté à s'impliquer dans le monde. Comment est-ce qu'on fait pour redonner des espaces dans lesquels le plus grand nombre va pouvoir retrouver sens et retrouver dignité parce qu'il pourra contribuer à quelque chose? Alors ça peut être une industrie. Et pour vous donner un exemple d'un de nos partenaires, vous allez pouvoir le cibler très vite si vous regardez nos partenaires, mais on a aujourd'hui un partenaire qui est très souvent montré du doigt parce qu'il a un produit qui est présenté comme très polluant, le béton. Pour autant, quand vous discutez avec lui, vous vous rendez compte qu'ils sont en train d'être capables de créer un béton non seulement à carbone zéro, mais à carbone absorbant. Donc, on voit bien qu'il y a des efforts qui sont. Je ne sais pas si c'est la solution, et je suis pas en train de dire qu'il faut créer des industries du béton. Ce que je suis en train de dire, c'est on a besoin de matériaux, on a besoin d'entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour avancer avec ces structures, pour qu'elles soient poussées à créer des choses qui vont dans le sens du bien commun, en fait. Bien commun, la nature étant à l'intérieur. Mais surtout, entendez vraiment dans réindustrialisation cette question du sens et de la dignité humaine. Je n'ai encore pas rencontré vraiment d'être humain qui se sent bien quand il ne contribue pas à quelque chose qui a du sens pour lui. Et le travail est le lieu principal dans lequel nous sommes contributifs. Maintenant, c'est très différent. Je ne voudrais pas être trop long à chaque fois dans mes réponses, mais celle-ci, parce qu'elle me plaît beaucoup, euh, un patron qui travaille avec nous, il y a quelque temps, m'a raconté cette histoire d'une dame qui lui a écrit une première fois pour être employée chez lui. On est dans une TPE. La réponse de la personne qui s'occupe des ressources humaines a été non, on n'a pas de besoin. Elle écrit une deuxième fois, la réponse est non, on n'a pas de besoin. Il y a une journée porte ouverte, elle s'y rend, elle rencontre le dirigeant. Et au bout d'une demi-heure de discussion, le dirigeant appelle sa personne responsable des RH et lui dit, vous allez lui faire un CDD. Et la RH lui dit, mais un CDD à quel titre? Et la réponse du patron va être de lui dire, au titre qu'elle a 6 mois pour trouver sa place dans l'entreprise, parce que manifestement, elle a une telle motivation qu'il doit y avoir chez nous une place là où elle pourrait contribuer à quelque chose. Là, on a une inversion de pensée, on a une inversion de paradigme, en fait. On n'est plus dans un paradigme, dans une entreprise qui dit, j'ai de la matière à l'extérieur, cette matière s'appelle une ressource humaine. On n'est plus dans quelqu'un qui dit, j'ai une ressource humaine que je vais utiliser, pressurisée pour qu'elle me permette de faire profit. On a quelqu'un qui dit, j'ai une personne qui me dit vouloir trouver dignité chez moi et qui vraiment pense qu'elle va pouvoir contribuer à quelque chose. Donnons-lui sa chance. Là, on a une entreprise qui, en plus, est une industrie, pour le coup, celle-ci, mais qui fonctionne différemment et qui redonne place dans la société. Voilà, je m'arrête là pour cette question-là. Mais elle est complétée là par une autre personne qui finalement nous dit peut-être qu'il faudrait privilégier tout ce qu'il appelle de réartisanat. C'est-à-dire c'est donc derrière on questionne aussi à la fois la taille, on questionne l'amplitude de l'entreprise. Derrière, ça fait écho après à tous les sujets autour de la relocalisation, de tous les skis circulaires. Totalement. Enfin, Et puis, ça fait écho, si je peux me permettre cette transition-là, avec ce que disait Edgar Morin dans mon propos de début. Le petit bout, c'est nous sommes réellement des homo habilis. Quand Edgar Morin dit ça, c'est pas un intellectuel qui parle. Edgar Morin dit nous sommes des homo habilis. Et on se retrouve aujourd'hui de plus en plus dans des situations, y compris professionnelles, dans lesquelles nous n'utilisons plus du tout nos mains. Nous sommes des êtres qui ont besoin de contribuer au monde et de comprendre le monde
parce qu'ils ont un outil en main et que grâce à cet outil, ils vont transformer quelque chose. Et bien sûr que la dimension plus artisanale, elle permet ça, en fait. Elle me remet au contact de la matière, elle me remet au contact du monde. Et c'est dans moi qui suis dans une business school, quand j'interviens dans une école d'ingénieurs, je vois déjà une différence entre des étudiants qui sont complètement sur des matières plus intellectuelles ou intellectualisantes et des étudiants qui sont plus au contact de la matière. Eh ben, dans mon regard, l'étudiant qui est plus au contact de la matière a une forme de bien-être plus directe. Il a une action possible. Il sait ce qu'il fait dans le monde. Combien parmi nous finissent par se poser la question de à quoi je sers? Donc oui, la dimension artisanale me semble fondamentale. Et puis, on voit bien dans les temps de crise là qu'on est en train de traverser, on voit bien comment fleurissent les potiers, les fabricants de bières artisanales, etc. Ça sort de partout. Et c'est pas juste une mode, c'est aussi des gens qui disent, mais j'ai besoin de faire, là, j'ai besoin de contribuer à quelque chose. Si je peux me permettre, pardon, je vais terminer avec quelque chose, mais parce que c'est tellement fondamental que je voudrais enfoncer Allez-y, le allez-y, clou. allez-y. Je voudrais vraiment enfoncer le clou là-dessus. Imaginez combien nos enfants qui traversent un système scolaire dans lequel on les écarte complètement de cette dimension artisanale, quand ils arrivent dans le supérieur, ils sont angoissés au possible. Et ils sont angoissés parce qu'on leur dit, maintenant que tu as réussi ton bac, tu as intérêt à avoir un bon diplôme pour avoir un bon métier. Mais qu'est-ce qui ferait, pourquoi la société serait moins bonne si ces enfants, quand ils étaient des gamins, et les expérimentations existent, au lieu de les faire passer toute la semaine assis, ils pourraient passer un temps de la semaine assis, mais au lieu de passer toute la semaine assis, ils pourraient aussi construire, ils pourraient aussi travailler dans un jardin, ils pourraient aussi aller dans une ferme, ils pourraient faire des choses qui leur permettraient d'un côté d'acquérir de la connaissance, mais surtout de continuer de développer ce rapport au concret et au vivant qui nous est tant fondamental. Et vous parlez d'enfance, ça fait écho à une question là. Tout à l'heure, vous avez pas mal insisté sur enfin, qu'est-ce qui fait qu'un enfant s'émerveille et puis après, plus tard, il s'émerveille sur des sujets différents, dirons-nous. Et donc, de fait, vous parlez aussi d'éducation à la paix. Et le commentaire nous dit que dans certains pays scandinaves, il y a de la promotion de l'empathie hein, dès la maternelle. Et finalement, est-ce que c'est la même chose finalement entre votre propos et cette promotion d'empathie qui peut exister dans certains pays? C'est totalement la même chose. En fait, on est vraiment là chez des collègues qui promeuvent au niveau de la science ce genre de choses. Je vais vous donner une expérimentation qui a lieu aux États-Unis il y a quelques années qui était très jolie là-dessus. Et simplement, on est dans les pays nordiques, dans des pays où le monde politique a compris qu'il pouvait s'appuyer sur les chercheurs pour tenter de mettre en place des expérimentations qui marchent. Et pas seulement comme argument technique quand on est dans un débat politique. Puisque chez nous, je le redis comme ça, parce que je sens que ça m'agace à chaque fois que j'en parle, on est encore dans un système éducatif qui est tellement compétitif que la seule chose qui semble valoir, c'est que mon enfant ait une super note, et une super note dans la seule matière qu'il faut, c'est-à-dire les maths, si je vais à peu près vite. Hein. Pas grave si en sport, pas grave si en musique, pas grave si en français, mais par contre en maths, il faut. Et effectivement, les pays nordiques ont vraiment ouvert la porte à ces questions-là. Vous avez en Finlande des jeunes qui sortent de leurs études universitaires brillamment et qui choisissent de devenir instituteurs ou profs, parce que la Finlande a réussi à redonner une valeur à la dimension éducative telle que le salaire est passé en deuxième plan et n'est plus le monde immédiat. Hier, j'étais dans une entreprise avec un dirigeant qui me racontait encore, quand je le titillais sur la question des bonus qu'il donne, plus bonus, plus super bonus, plus 3 fois de bonus avec un coefficient multiplicateur derrière, il me disait, oui, mais ici, c'est encore comme ça, et si je donne pas de bonus, je vais perdre ma meilleure personne. Les Finlandais ont réussi quelque chose d'autre. L'expérimentation que je voulais donner, elle est dans cet ordre-là, puisque la question était autour de l'empathie. C'est une expérimentation qui avait été faite sur 7 semaines avec des classes de maternelle, où on apprenait aux enfants 7 grandes émotions. Alors, ça leur était appris en leur montrant des dessins animés qui présentaient des émotions différentes, en leur faisant faire des exercices, en lisant des histoires. Chaque semaine était sur une émotion et chaque semaine était associée à un code couleur. Et il était demandé ensuite aux enfants, quand ils voulaient intervenir dans la classe, systématiquement d'intervenir en se levant avec à la main le code couleur qui correspondait le mieux à l'émotion qu'ils étaient en train de ressentir pour exprimer ce qu'ils voulaient ressentir. Ben, souvenez-vous tous qui m'écoutez là de votre dernière réunion qui s'est mal passée. Je défie quiconque dans cette réunion de pouvoir pointer correctement quelle était l'émotion qui était ressentie. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une éducation qui a fait l'inverse. C'est-à-dire, quand je suis gamin, que j'arrive à la maison, que je suis en colère, on me dit non, la colère, c'est pas ici, c'est pas permis. T'as pas le droit de te mettre en colère.
Si je suis trop joyeux et que je casse un vase, je prends une baffe, on dit va te calmer dans ta chambre et quand tu seras calmé, tu reviendras. C'est-à-dire la joie, c'est sympa, bon, aller jusqu'à 3 ans, mais après, il faut que ça se calme, maintenant, tu as du travail. Si je suis triste, ok, bon, tu as pleuré, ça fait 5 minutes, maintenant, il faudrait peut-être que tu arrêtes de pleurer. Parce que quand même, un homme, ça pleure pas. Enfin, bah, je vous en passe, c'est des meilleurs, quoi. Mais euh, voilà, donc il y a une réelle, dans cette question d'éducation à la paix, il y a l'éducation à qu'est-ce que c'est que être humain, donc qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce que c'est le sensible et qu'est-ce que c'est la puissance. Parce que cet être humain, il est aussi puissant. Et si je ne l'éduque pas à sa puissance, il va pouvoir en faire des choses qui ne sont pas très sympathiques. Et, et c'est le cas, par exemple, de votre dernière diapo, là, celle qui est à l'écran actuellement, dont vous parlez de l'entreprise florissante basée sur ces trois dimensions, en tout cas ce qui est mentionné. Mhm. Mais finalement, vous avez pas fait tellement fait écho à toute la notion de sobriété, parce que vous parlez de performance, vous avez bien dit aussi que c'est pas forcément certaines entreprises ne mettent pas l'objectif de croissance en premier, mais il est là quand même. Or, un des enjeux dans notre situation actuelle et l'enjeu d'une transition vers une société qui soit plus écologiquement responsable, c'est aussi la notion de sobriété qui se doit d'être heureuse par rapport aussi, pour faire aussi écho à tout votre propos. Enfin, quel lien vous faites justement entre ou les clients avec qui, enfin les clients, les entreprises et partenaires avec qui vous avez pu travailler, comment cette question de la sobriété est prise en compte dans cette notion de paix économique? Alors, c'est pas une question facile. Et bien sûr, je ne l'ai pas évoqué. En fait, je l'ai évoqué à travers l'exemple que je vous ai donné, mais je ne suis pas allé plus loin. Il y a tellement de thèmes et ce n'est pas une excuse. Cette entreprise, en fait, quand il dit vous ne faites plus de croissance, il évoque la sobriété parce qu'il leur dit réellement vous ne faites plus de croissance. Il se trouve que dans les 2 années qui vont suivre, ils vont croître de fait, mais sans du tout mettre la pression à la croissance. Euh, je suis intimement persuadé de la nécessité d'une réflexion autour de la sobriété. Ça me semble une évidence. Si elle ne démarre pas dans la dimension de l'éducation des plus jeunes, ça me semble être quelque chose de quasi inatteignable. Je vais vous partager quelque chose qui m'a désolé le jour où je m'en suis rendu compte, mais le jour où l'un de mes fils m'a dit, mais papa, pourquoi tu t'es racheté une tronçonneuse neuve? T'en avais déjà une ancienne, puis t'aurais pu demander celle du voisin. J'ai senti qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui disait, bah, parce que quand même, je suis capable de me payer une nouvelle tronçonneuse, non? C'est-à-dire que moi, à mon âge, dans l'éducation que j'ai eue, me payer quelque chose de nouveau, c'est faire montre d'une réussite particulière. Donc, si vraiment on veut un jour que la capacité de sobriété soit présente, ben, il va falloir qu'on l'ancre dans nos enfants de la même manière que chez nous a été ancrée la réussite sociale, si je peux le dire comme ça. Donc elle est fondamentale. Et si je peux, Philippe, je suis désolé de ça, mais je vais jouer avec ça, elle se doit d'être heureuse. C'est un autre sujet sur lequel j'aurais pu aller et sur lequel je ne suis pas allé. Il y a un auteur peu connu, peu utilisé, et puis on n'en a que 137 fragments, c'est Héraclite, qui dit une phrase qui pour moi est fondamentale. Il dit la vie oscille entre ce qui concorde et ce qui discorde. Et Dominique Steller rajoute habituellement et ça ne changera pas. C'est-à-dire la question du il se doit, sans être très sûr de ce que vous avez voulu dire, mais ça fait rien, je vais jouer avec la façon dont vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout soit tout le temps heureux? Je vais prendre un exemple qui est très classique. Libre ne veut pas forcément dire être heureux. Pourtant, je me bats, moi, pour que les gens soient libres. Mais libre, ça va vouloir dire m'engager, ça va vouloir dire prendre responsabilité, ça va vouloir dire décider, donc ça va vouloir dire accepter d'abandonner certains éléments, et je ne serai pas toujours heureux. Et la sobriété, tant mieux si la dimension éducative qu'on met en place permet à un moment donné de se rendre compte que je n'ai pas ces besoins-là ou que je n'ai plus ce type de besoin dont je croyais que si je possédais telle ou telle chose, j'irais mieux. Tant mieux, c'est vers ça qu'il faut tendre. Moi, j'aurais tendance à dire que cette sobriété doit devenir une éducation à une forme de bonheur qu'on n'a pas aujourd'hui, puisqu'on nous a fait croire qu'être heureux, c'est avoir, qui est la chanson de Souchon, si vous y retournez, elle est très très juste sur ce sujet-là. Et d'en avoir plein nos armoires, si je ne me trompe pas, dans la phrase qui suit. Donc, elle est fondamentalement dans une dimension qui doit nous permettre d'être heureux. C'était juste, je m'amusais juste avec le on doit, parce que le on doit risquerait d'amener une autre forme de contrainte et de coercition. C'est-à-dire que si tout à coup je ne suis pas heureux, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Si tout à coup je ne suis pas performant, si tout à coup je ne suis pas euh, en forme aujourd'hui, bah, je vais devoir le masquer et je n'aurai pas droit à ma fragilité.
Moi, ce que j'aimerais dans nos entreprises ou dans nos organisations, quelles qu'elles soient, c'est que la sécurité soit suffisante, et ça me semble être un des engagements majeurs d'un dirigeant ou d'un manager, c'est créer un espace suffisamment sécur pour que les gens puissent se dire là où ils sont. Et s'ils sont heureux, qu'ils puissent se dire heureux, et s'ils se sentent en danger, qu'ils puissent se dire en danger, s'ils se sentent fragiles, qu'ils puissent se dire fragiles. Parce qu'alors, ils pourront redevenir performants, ils pourront rentrer dans une relation qui leur permette. Et depuis à vous écouter, quelque chose qui m'a marqué, c'est que, mis à part dans l'exemple de l'Isère, hein, vous avez parlé des collectivités, Mhm. vous n'avez jamais situé les institutions de pouvoir politique dans ce rôle ou dans leur capacité peut-être aussi à enclencher des process sociétaux Mhm. qui permettent d'accélérer enfin, tout ce que Mhm. vous pouvez prôner. Enfin, vous les voyez, ce pouvoir politique ou ces institutions dans cette promotion de la paix économique? C'est un endroit assez particulier pour moi parce que j'ai traversé ma vie jusqu'à il y a peut-être 10 ans à dire que c'était un sujet qui m'intéressait pas du tout, la politique. Moi, j'étais très centré sur l'être humain, sur la personne, sur son déploiement, son épanouissement, jusqu'au moment où ma femme m'a dit un jour, mais tu sais, quand ton truc là de la paix économique, en fait, c'est un positionnement politique, c'est un choix de société, et donc c'est de la politique. Comment est-ce que je le positionne? Ma première conviction, c'est la proposition qu'on fait nous, parce que ça n'est qu'une proposition, ça n'est qu'un choix possible de société, requiert un choix démocratique. Si on n'est pas dans un système démocratique, si on n'est pas dans un système dans lequel la personne est libre de sa pensée, libre de ses actions, etc., ce qu'on est en train de proposer là ne fonctionne pas. Maintenant, dire qu'on est en démocratie, ça fait pas tout. Tout à l'heure, on a parlé des pays nordiques, qui sont aussi des pays démocrates. Manifestement, ils ont une propension, et je pourrais remonter aux années 80-90. J'ai dû commencer à m'intéresser au stress au travail, moi, 1987-88. Donc, je ne sais pas si ça vous renvoie. Déjà en 87-88, on disait chez les chercheurs, la Suède est sacrément en avance sur des tas de lieux. Et sacrément en avance, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire les chercheurs ont travaillé, ça voulait dire les industriels ont développé. Je vais vous prendre un exemple très concret après. Et ça voulait dire les politiques ont incité, ont poussé, ont mis en place les conditions. Et qu'est-ce que c'est le rôle d'un État ou d'un gouvernement si ça n'est pas le bonheur de ses citoyens? Ça me semble complètement aligné avec la question de la paix économique. La véritable question, c'est ensuite, est-ce qu'un État, est-ce que des politiques sont capables jusqu'au bout de penser le bonheur des citoyens et de réussir à un moment donné de laisser de côté les enjeux politiques, politiciens, tels qu'on peut les voir apparaître de temps en temps chez nous, et de temps en temps, je vais l'enlever, tels qu'on peut les voir apparaître trop souvent chez nous, avec pour le coup une forme d'impuissance acquise après, qui va empêcher de mettre en œuvre ce qui permettrait la mise en place de tout ça. Si je vous partage quelque chose, la question de la paix économique a été évoquée parce qu'on m'y a invité il y a 2 ans devant le conseiller économique du président de la République. Je ne pense pas que vous en ayez pas entendu parler autre-temps. Pourtant, le gouvernement nous soutient pour les prochains trophées de la paix économique. Mais c'est dur de parler de paix quand on est dans un pays qui est aussi un pays guerrier d'une certaine manière et qui se positionne à l'étranger comme un pays guerrier en soutien. Donc il y a des enjeux là qui sont et c'est pas seulement une critique facile d'un gouvernement qui serait le nôtre. Hein. Je comprends, je suis tout à fait ok que c'est difficile, mais il y a des engagements qui seraient à prendre. Il y a très clairement des engagements qui seraient à prendre. Si je veux être plus précis, j'aurais aimé être nordique sur certains points, ça c'est clair. Il y a très clairement, ils ont fait des choix, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du monde du travail, etc., qui sont des choix qui me conviennent tout à fait. Mais je pense qu'en fait, la véritable question qui est derrière le propos que vous soulevez, c'est le meilleur exemple que j'ai, c'est la Finlande. Dans les années 60, la Finlande a décidé de remettre à plat tout son système éducatif. Ils ont recréé dans leur projet politique un Education Act qui est assez court, qui, si je le traduis avec mes mots, revient à dire, nous voulons faire de nos enfants des enfants épanouis pour qu'ils aient une possibilité de devenir des adultes responsables. Ça me semble être pour moi l'Education Act le meilleur que j'ai vu. Nous, on n'en a pas, mais c'est comme si chez nous, on disait, nous voulons faire de nos enfants des adultes responsables. Il y a une espèce de raccourci accéléré là qui se passe, mais entre-temps, je n'ai pas vécu en fait. Et ce que je voulais dire par rapport à cette question politique, c'est depuis les années 60, quels que soient les régimes politiques, la Finlande a maintenu ce cap-là, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la question du stress et du bien-être est le fil rouge de l'établissement des programmes dans le système d'éducation finlandaise.
que la question du bien-être est le fil rouge de la formation des enseignants dans le système éducatif finlandais, et que depuis quelques années, au niveau européen, ce sont eux qui ont les meilleurs résultats, si on doit revenir à la question de la performance. Alors, bien sûr qu'au niveau mondial, ils se sont dépassés par les Chinois et les Japonais, mais là, on est dans une machine de guerre où il y a plusieurs milliards de personnes, et dans plusieurs de milliards, quand vous mettez une pression de folie, bah, vous trouvez des gens d'une hyper performance. On retombe dans le même propos de ce qu'on va trouver ici. Donc pour moi, la question politique, elle est vraiment, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a le courage, est-ce qu'on a l'audace, malgré les changements de partis politiques, de maintenir ce qui nous semble le plus juste pour la population. Ça, on n'a pas su faire encore en France. Et derrière, de façon sous-jacente, vous abordez la question de faire système finalement. Comment toutes ces initiatives que vous portez ou d'autres structures, d'autres dynamiques citoyennes ou politiques, Complètement, petit à petit se consolident et à vous écouter finalement, c'est ce qu'a réussi à faire la Finlande si ça perdure selon le... c'est ça. Sur cette question de l'éducation, au moins. Ils ont d'autres soucis, mais sur celle-ci, ils ont plutôt bien tenu. On arrive... On a un collègue, en fait, il y a quelqu'un que j'avais rencontré il y a une vingtaine d'années quand il était kiné. Entre-temps, il a repris ses études, il est devenu attaché parlementaire. Il a passé 20 ans à l'Assemblée nationale comme attaché parlementaire. Et il y a 3 ans, il est venu me voir en me disant, on s'était pas vu depuis aussi longtemps, et en me disant, je te suis toujours sur cette question de la paix économique. Il dit, voilà, j'étais attaché parlementaire et je suis désespéré au bout de 20 ans, tellement je me rends compte de l'incapacité de nos politiques à réellement échanger et discuter entre partis. Ils ne sont que capables de rentrer en conflit, et ils rentrent en conflit non pas forcément sur le fond, ils y rentrent de façon systématique parce que c'est pas le même parti. Donc il m'a fait une proposition qu'on vient de démarrer. Alors c'est tout petit, mais il faudra que je dise quelque chose après, mais c'est pas grave. Sa proposition a été de dire, est-ce que tu serais d'accord de me soutenir dans l'idée de créer un cours à l'école de Sciences Po de Grenoble, et puis si ça marche à Sciences Po, on l'amènera ailleurs, et ce cours s'appelle Pacification des relations politiques. Et son intention, c'est comment faire discuter ensemble des gens qui ont des représentations d'un faire société différent, mais qui acceptent, tout en ayant des représentations différentes, de réfléchir à qu'est-ce qui tiendra le mieux, qu'est-ce qui nous permettra d'avancer, comment on fait en fait. Et là, je voulais rajouter un point sur ça parce que très souvent, quand on est sur ces questions, puisqu'on est en train d'arriver sur la question politique, mais elle se posait déjà dans Guerre et paix, en fait, où elle se posait sur est-ce qu'on est collaboratif par nature ou agressif par nature. Très vite, quand on est sur des sujets aussi polémiques que cela, on tombe sur quelque chose qui m'insupporte, qui est j'ai raison. Très très vite, on tombe dans A a raison et B a tort, mais B dit j'ai raison et A a tort. Et là, en fait, on a recréé les conditions d'une guerre particulière. La véritable question pour moi, aujourd'hui, quand je suis face à des gens qui me disent mais vous avez tort, vous êtes un bisounours, les gens sont pas aussi sympas que ça, ils sont pas bienveillants par nature. Ma réponse, elle est absolument pas de lutter. Je n'ai pas envie de perdre de l'énergie à convaincre que j'aurai raison à quoi que ce soit. Premièrement, parce que je ne pense pas avoir raison, je pense avoir un point de vue et une proposition à faire. Je mets quelque chose sur la table. Mais surtout, ce que je dis à ces gens qui viennent me chercher sur ce terrain-là, c'est de dire, admettons que vous ayez raison, prenons ça comme point de départ. La seule question alors qui vaut, c'est à quoi vous contribuez? À quoi vous, en tant que personne qui avez identifié que l'être humain est d'abord agressif, à quoi voulez-vous contribuer? Parce que si la réponse que la personne me donne en face, c'est bah, puisque c'est comme ça, alors je fais pareil, alors là, je pointe du doigt en disant ah, donc c'est à ça que vous contribuez. Et là on commence à toucher la vérité du problème. On arrive à la fin, on ne peut que vous remercier, Dominique Steiner, pour Merci à toutes vous. ces analyses qui nous laissent sur notre faim, parce que finalement ça donne envie d'aller explorer tous les recoins de la pensée à la fois philosophique, économique, éducative, enfin toute cette approche transversale, enfin de toutes ces articulations. On peut inviter que les personnes qui nous suivent, allez se procurer votre livre ou aller voir sur votre site internet pour aussi Oui, vous et suivre si vos ces gens ne sont activités. pas très loin, pardon, le 6 décembre, nous avons notre journée de la paix économique qui est totalement ouverte et gratuite. C'est grand public. Il faut s'inscrire pour pouvoir avoir de la place parce que ça se remplit assez vite. Mais ça sera le 6 décembre. Si les gens passent par le site, ils trouveront tous les liens nécessaires pour pouvoir s'inscrire. Et ben voilà. Alors merci à tous et à toutes de nous suivre pour cette nouvelle conférence. On vous donne rendez-vous lors d'une prochaine conférence qui aura lieu
vers novembre. On va continuer encore à explorer les questions économiques. Et puis après, à partir de janvier, nous allons changer de cycle et nous allons partir cette fois-ci sur la question de la jeunesse et du climat. Derrière, avec cette question majeure, y a-t-il une génération climat en France et on invitera, comme à chaque fois, différents intervenants de différentes disciplines pour nous éclairer sur ce sujet. Merci à toutes et à tous, bonne soirée à vous tous et à la prochaine fois. Au revoir.